Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, Christian Lim, cofondateur de Blue Oceans Partners, qui lance avec deux associations un concours pour faire émerger des solutions économiquement viables en faveur de la protection de l'océan. Le Tour de France de l'entrepreneuriat, des diasporas et de la diversité vient de se terminer. Comment accompagner les projets économiques des Français issus de la diaspora africaine? En quoi consiste la coalition I Am Africa qui rassemble une centaine d'entreprises et d'institutions? Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Meet My Mama, lauréat de la fondation La France s'engage qui récompense l'innovation sociale. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Christian Lim, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le cofondateur de Blue Oceans Partners, société d'investissement dont la mission est de faire croître les innovations au service de la santé des océans. Justement, le constat, pour commencer, les symptômes de cette mauvaise santé, c'est quoi ? Alors aujourd'hui, d'abord il faut se réaliser que les océans sont absolument vitaux pour la planète. C'est en quelques mots, c'est le poumon et le cœur de la planète. Le poumon parce que plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire provient des océans. Et le cœur simplement parce que c'est le régulateur principal du changement climatique. On a plus de 90% en fait de l'excès de chaleur qu'on a dégagé depuis l'ère industrielle qui a été absorbée par les océans. Et malgré cela, force est de constater qu'effectivement que l'océan fait face à des défis absolument majeurs et existentiels pour les océans et pour la planète. Alors, le premier d'entre eux, c'est la surpêche. Aujourd'hui, nous avons en fait 90% des stocks de poissons qui sont soit surexploités, soit à la limite de la surexploitation. Deuxièmement, nous avons comme deuxième grand défi la pollution. Tout le monde connaît la pollution plastique. Oui, c'est ce qu'on cite le plus spontanément. Voilà, c'est ce qu'on cite le plus souvent parce que ça fait partie de notre quotidien. Et pratiquement tout le monde sait aujourd'hui que si on ne fait rien, d'ici 2050, on aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Mais il ne faut pas oublier les autres formes de pollution, que ce soit le lessivage de terres agricoles, la pollution côtière, que ce soit ou même la pollution sonore que l'on oublie très souvent. Et le troisième grand défi, c'est le défi du changement climatique, alors qui affecte notamment les récifs coralliens. Il faut savoir qu'on a perdu 50% en fait des récifs coralliens sur les 30 dernières années. Et que si on ne fait rien, encore une fois, à 2050, on aura perdu 90% des récifs coralliens. Et votre démarche, elle nous intéresse parce que vous misez finalement sur l'innovation, sur l'intelligence humaine, sur la volonté évidemment pour faire évoluer ce constat. Quelques chiffres sur ce que représente l'économie autour des océans, ce qu'on appelle l'économie bleue, 5 à 10% de la croissance mondiale, 3 milliards d'humains qui dépendent des océans. Christian Lim, si je vous entends bien, cette économie, elle est elle aussi en danger. Puisque si l'océan va mal, cette économie risque d'aller mal ou va déjà mal. Oui, alors tout à fait, il y a deux volets à cela, comme souvent dans ces sujets complexes. Le premier, c'est que l'économie bleue peut être en danger. Comme vous le disiez, en fait, nous avons 3 milliards de personnes qui dépendent des océans pour notamment se nourrir en protéines. Effectivement, s'il n'y a plus de poissons dans les océans, je pense que là, on tire les conséquences assez rapidement. En même temps, les océans peuvent présenter une opportunité extraordinaire. On le sait, donc en fait... Mais le développement économique, il est conciliable avec la protection des océans. C'est un peu votre ligne directrice. Alors, non seulement il est conciliable, mais tout simplement, nous avons aujourd'hui des opportunités différents groupes d'opportunités. Nous avons des opportunités économiques qui vont à l'encontre de la préservation des océans. On a des opportunités qui en fait permettent même de régénérer la santé des océans. Et puis on a peut-être des opportunités économiques qui
ne vont pas faire de mal aux océans, mais voilà, vont s'en tenir à ça. Nous nous concentrons sur le troisième volet, sur les opportunités économiques qui peuvent à la fois créer des emplois, créer des profits, voilà, améliorer notre quotidien et en même temps régénérer la santé des océans. On peut peut-être donner des exemples. Sur quel projet vous avez misé, si j'ose dire, avec Blue Oceans Partners ces dernières années? Oui, tout à fait. Donc, par exemple, nous avons investi dans une société qui s'appelle Next Protein, qui produit des protéines à partir d'insectes. Et en fait, ces insectes, ces protéines viennent substituer la farine de poisson, qui est encore utilisée comme la forme principale d'alimentation de l'aquaculture. Or, il se trouve que l'aquaculture, en fait, est l'espoir aujourd'hui dans le futur pour pouvoir nourrir de façon durable les êtres humains, puisque nous n'avons plus beaucoup de poissons dans les océans, donc il faut les élever. Cependant, comme l'aquaculture est encore nourrie de poissons sauvages, on a un problème. On est dans une absurdité de logique. Et donc les insectes, qu'est-ce qu'ils viennent faire? En fait, nous permettent d'apporter en fait, de rendre l'aquaculture durable avec une forme d'alimentation qui est vertueuse. Et en même temps, c'est une opportunité d'affaires extraordinaire, puisque aujourd'hui 100% de la croissance de la production pour l'alimentation humaine de poissons vient de l'aquaculture pratiquement. Donc c'est un marché énorme, et rien que pour les protéines pour l'aquaculture, nous parlons de 7 milliards, de marché de 7 milliards d'euros. Quand vous accompagnez une entreprise comme ça veut dire c'est pas seulement de l'investissement, c'est aussi du conseil. Jusqu'où va le curseur de votre action? Alors, nous investissons dans des sociétés relativement jeunes, parce que nous nous concentrons sur les innovations. Donc, effectivement, l'argent n'est vraiment qu'une toute petite partie de ce que nous pouvons apporter, de ce dont ont besoin les sociétés. Donc, nous intervenons sur les réseaux, c'est très important, que ce soit des clients, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des ressources humaines, soit des partenaires pour le développement des technologies. C'est pour ça que nous avons des réseaux avec les grandes entreprises, avec notamment des secteurs dans lesquels nous intervenons. Et puis nous intervenons sur la stratégie. Alors ça, c'est nos expériences que nous apportons, nous et notre réseau de conseillers. Et puis troisièmement, je pense que ce que nous apportons aussi, c'est un alignement de valeurs. Et ça, c'est peut-être quelque chose de nouveau dans le domaine de l'investissement, en tout cas qui émerge. Et cet alignement de valeurs est très important, parce que ces entrepreneurs de demain, en fait, sont aussi animés par la mission et ils ont besoin d'investisseurs, je pense, qui partagent cet objectif. Oui, donner du sens à son action, à son travail, à ses investissements. On voit dans cette émission que c'est vraiment un mouvement de fond. Alors, pour susciter les vocations, pour promouvoir ces innovations, vous participez en tant que membre du jury à un concours organisé par deux associations, Respect Ocean et Sustainable Ocean Alliance. De quoi s'agit-il? C'est quoi ce concours? Alors, c'est en fait une opportunité pour des entreprises, des jeunes pousses en fait, du domaine qui ont des solutions pour les océans, pour résoudre les trois grandes problématiques que j'ai mentionnées au début de l'émission, pour améliorer en fait. Améliorer ce qu'on appelle le pitch, donc la présentation de leur opportunité, afin qu'ils puissent emmener avec eux l'adhésion d'investisseurs, de partenaires. C'est plus leur apprendre à bien vendre leurs idées, c'est ça? Les idées existent déjà, ils ont déjà créé leur entreprise? Alors c'est ouvert à tous les stades en fait. Ça peut être encore un concept, ça peut être une idée déjà mise en œuvre, ça peut même être une PME qui est établie, qui a une idée nouvelle pour faire évoluer son projet. C'est la première fois que ce concours est organisé, ou il y a déjà eu des expériences similaires? En France, c'est le premier. À ma connaissance, en tout cas, organisé par Respect Ocean et Sustainable Ocean Alliance. Il faut savoir que ce sont deux réseaux de référence. Alors en France, je pense que c'est le réseau, c'est un des réseaux. Clairement, c'est le réseau pionnier dans le domaine de l'économie bleue durable. Et il réunit aujourd'hui 60 membres à travers tout l'écosystème français. Donc c'est un acteur important dans la construction de cet écosystème de l'économie bleue pour l'impact positif pour les océans. Et Sustainable Ocean Alliance, c'est un des leaders mondiaux. En fait, il a été créé à San Francisco et un réseau mondial aujourd'hui dans plus de 150 pays et a été un des premiers à avoir mis en place un accélérateur sur ces solutions. Et que vont gagner
accompagner les lauréats de ce concours de pitch? Un accompagnement là aussi? Alors, je dirais le principal, c'est un accès à un réseau. Donc, notamment Respect Océan et Sustainable Ocean Alliance, mettent à profit leur réseau pour les gagnants. Et ça, c'est extrêmement précieux, même si c'est intangible. Après, au-delà de ça, il y a, je crois, aussi évidemment de l'accompagnement d'experts, des secteurs concernés. Et puis, il y a aussi un aspect plus convivial avec une croisière avec Ponant, et puis une sortie en mer avec Romain Piliard sur son. C'est bien aussi. Son bateau. Ça va aussi susciter des vocations. Merci beaucoup, merci Christian Lim. À bientôt sur Bismart. Tout de suite notre débat sur les liens économiques entre l'Afrique et la France et leurs enjeux environnementaux. C'est tout de suite. Le Tour de France de l'entrepreneuriat, des diasporas et de la diversité vient de se terminer. On découvre ces enjeux tout de suite avec Wilfried Loriano-Dirego. Bonjour. Vous êtes coordinateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique et président du Conseil de surveillance de KPMG France. Et Karim Aït Talb, bonjour, bienvenue à vous. Directeur général délégué du groupe Advance, c'est un opérateur agro-industriel spécialisé dans les métiers du coton, du négoce et de la logistique. On va commencer par ce Tour de France organisé donc par le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Je rappelle que c'est une instance qui a été créée par Emmanuel Macron au début de son mandat, formée de personnalités indépendantes et bénévoles. Alors, ce Tour de France, c'était quoi ? Alors justement, c'était une des promesses du président Emmanuel Macron qui a voulu, dans son discours fondateur de la relation entre l'Afrique et la France, mettre la diaspora aux avant-gardes de la relation entre l'Afrique et la France, mais du point de vue économique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et donc, il a fait ce discours-là, c'était en 2017, et il a reçu la diaspora à l'Élysée en juillet 2019, et il a donné mandat au Conseil présidentiel pour l'Afrique de faire des propositions, des recommandations. Donc vous êtes allé dans plusieurs villes de France pour promouvoir cet entrepreneuriat, c'est ça ? Exactement. Nous sommes donc allés à Bordeaux, nous sommes allés à Marseille, à Lyon et finalement à Paris. L'idée, c'est d'aller vraiment à la rencontre des entrepreneurs de la diaspora, écouter leurs récits, leurs témoignages, comprendre leurs difficultés et identifier les facteurs de succès pour pouvoir articuler des recommandations. Quelles sont leurs attentes, justement ? Alors, justement, il y a trois types d'attentes, grosso modo. Il y a la première attente, c'est une sorte de déficit d'accompagnement. Deuxièmement, déficit d'information et bien entendu, déficit de financement. Donc mieux accompagner, mieux informer, mieux financer. Karim Aït Talb, vous diriez que les diasporas, c'est un vivier de talent, d'énergie qui est un peu sous les radars, sous-utilisé ? Je pense effectivement qu'il y a aujourd'hui des atouts qui sont absolument majeurs dans cette diversité qui est plurielle. Encore une fois, elle est plurielle, c'est pas un monolithe. Dedans, nous avons des personnes qui sont des qualités extrêmement précieuses et qui sont aujourd'hui pas suffisamment bien utilisées, que ce soit dans l'écosystème des entreprises ou même dans l'écosystème public. Et donc, je pense qu'il faut maintenant se réveiller et dire qu'il y a aujourd'hui des Français issus de la diversité, qui sont avant tout Français, qui peuvent contribuer donc au débat républicain, faire avancer les choses et faire briller la France, que ce soit en France ou à l'international. Oui, parce qu'il y a cette double dimension, c'est-à-dire que c'est faire la promotion de ces entrepreneurs en France, mais aussi leur ouvrir des business sur le continent africain. C'est ça votre idée ? Absolument. La difficulté de ces entrepreneurs de la diaspora, c'est qu'ils sont porteurs de projets à cheval sur 2 continents. Déjà, le premier point, c'est que quand ils ont des projets en France, c'est difficile de s'identifier à des rôles modèles. Pour les inspirer, c'est difficile de trouver des mentors pour les accompagner, c'est difficile de trouver du financement. Et ces difficultés-là sont encore plus quand ils se déportent
sur le continent. Pourquoi ? Ils ne sont pas forcément bien reçus quand ils arrivent de l'autre côté ? Parce qu'il n'y a pas de mécanisme d'accompagnement dédié, et d'où l'idée des recommandations comme Pass Africa que nous avons proposé et mis en œuvre avec nos partenaires. C'est quoi Pass Africa ? J'ai vu que la BPI France était l'un de vos partenaires. Alors, dans les solutions que nous avons proposées, nous avons donc mobilisé BPI France, nous avons mobilisé l'AFD, nous avons mobilisé Expertise France et Business France. Pass Africa, c'est essentiellement avec BPI France. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un guichet prioritaire qui reçoit en priorité et qui analyse une seule fois les dossiers des entrepreneurs. En gros, il y a plusieurs outils dans BPI France. Les entrepreneurs envoient une seule fois le dossier et BPI se charge de faire le circuit et d'apporter la solution la plus appropriée à ces entrepreneurs-là. Est-ce que finalement toute la logique de cette démarche, c'est aussi pour contrer l'influence économique grandissante de la Chine sur le continent africain ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on s'est dit mais c'est pas possible quoi ? On ne peut pas laisser faire. Je pense que la première raison, c'est de dire qu'il y a un vivier de talents qui sont les diasporas, qui sont sous-utilisés et qu'il faut utiliser, accompagner à réussir, parce que s'ils réussissent, ils deviennent naturellement des ambassadeurs du drapeau. Bon, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question sur la Chine, mais peut-être que vous ne voulez pas. Non, alors, je pense effectivement qu'il y a un vrai sujet de dynamisme de l'entrepreneuriat français sur le continent. Karim Aït-Talb. Oui, alors il est clair qu'aujourd'hui, l'Afrique est au centre d'enjeux stratégiques mondiaux absolument incroyables et que l'appétit de certaines grandes puissances, que ce soit la Chine, mais on peut citer également les Russes ou les États-Unis, devient de plus en plus importante. Et donc, il y a en Afrique quand même une large zone qui est francophone, qui est francophile, qui offre aujourd'hui des levées de croissance très importantes pour nos entreprises. Et donc, il faut pouvoir y aller. Et les ambassadeurs qui pourraient être utilisés sont justement ces gens issus de la diversité, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont finalement une double culture. Ils sont français, mais ils connaissent également les codes culturels locaux, et donc ils peuvent être mieux utilisés. Et aujourd'hui, il est clair malheureusement qu'ils sont peut-être un peu sous-exploités. Alors, vous lancez, Karim Aït-Talb, une nouvelle initiative, I Am Africa, pour International Agroecological Movement of Africa. C'est une coalition d'entreprises, d'institutions européennes, africaines. Peut-être on pose le décor. Combien êtes-vous et quelle est votre ambition ? Alors très bien. Alors en fait, I Am Africa, aujourd'hui, c'est 150 entreprises, associations, organisations patronales de France, d'Europe, du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, qui ont décidé de combiner leurs atouts pour pouvoir répondre à cet enjeu qui est majeur, c'est le développement de l'agriculture et de l'élevage en Afrique. Alors ça, c'est absolument essentiel parce que, je me permets de rappeler quand même un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, 70% de la population africaine vit en milieu rural. Donc l'agriculture et l'élevage, c'est quelque chose qui les touche au quotidien. Le deuxième point également, c'est que d'ici la fin du siècle, un quart de la population mondiale vivra en Afrique. Donc si rien n'est fait sur ces secteurs-là, ça va être absolument catastrophique. Donc c'est un défi économique, c'est un défi démographique et c'est un défi écologique aussi. Il y a une dimension dans ce projet autour de ce qu'on appelle la Grande Muraille Verte, c'est ça ? Absolument. Alors la Grande Muraille Verte, pour rappeler, c'est effectivement un projet qui part du Sénégal jusqu'à Djibouti. L'idée étant de pouvoir lutter contre la désertification en créant des activités qui permettent justement de stopper l'avancée de cette problématique-là. Et parmi les projets, il y a effectivement des projets structurants agroécologiques, donc des projets structurants et structurés qui font appel donc aux populations locales, qui sont faits avec les populations locales, mais qui ont une vision économique. Ouais. Et alors, quelle place ces entrepreneurs de la diaspora peuvent prendre dans ce projet, dans le projet I Am Africa en général et dans la Grande Muraille Verte en particulier ? Alors aujourd'hui, qu'on me permet juste de préciser, c'est que dans les signataires, il y a des grands groupes, il y a aussi des toutes petites entreprises. Donc, on peut côtoyer un grand groupe, par exemple, de la logistique et avoir en même temps quelqu'un de la diaspora qui vient de lancer son activité maraîchère au Mali. Donc, c'est vraiment un écosystème qui se veut, je dirais, sincère, engagé. Et donc, on enjoint justement tous ces entrepreneurs, qu'ils soient de la diaspora ou pas, à regarder justement les opportunités qu'il y a en Afrique, parce qu'il y en a énormément. Wilfried Loriano-Dirego, avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique, vous êtes aussi engagé dans ce projet I Am Africa ? Oui, absolument.
Absolument. On est engagé pourquoi? On est engagé parce que l'agriculture représente 40% du PIB du continent, occupe 65% de la population active et la population va doubler dans les 30 prochaines années. Et on se rend compte que cette bande sahélienne est vraiment une zone sensible et il faut absolument reverdir si on veut ralentir le réchauffement climatique. Ouais. C'est un enjeu planétaire. C'est un enjeu planétaire, absolument. Et donc, le président Macron a annoncé un effort de 14 milliards pour créer 10 millions d'emplois, pour rendre 100 millions d'hectares cultivables pour permettre en fait de capter 250 millions de tonnes de CO2. Donc tous ces enjeux-là sont des enjeux globaux et il faut une coalition d'acteurs de terrain pour rendre ça possible. C'est pour ça que nous sommes mobilisés. Mais j'ai vu cet objectif, là, vous venez de donner les chiffres, 10 millions d'emplois, 250 millions de tonnes de carbone, c'est ultra ambitieux. Vous pensez l'un et l'autre que c'est atteignable en combien de temps, Karim Aïtal, pour commencer? Alors c'est ambitieux quand on se réfère effectivement aux chiffres européens. Mais je vous donne un exemple. Au Burkina Faso, où nous sommes présents, où le groupe Advance Géocoton est présent, juste la filière cotonnière, qui est une filière pluviale, il n'y a pas d'irrigation, on n'est pas du tout sur les modèles de production intensive, elle est faite essentiellement avec les petits producteurs, ça fait vivre 5 millions de personnes. Ça, c'est juste le Burkina Faso. C'est la même chose sur le Mali, c'est la même chose sur le Tchad, c'est la même chose au Soudan. Donc, en fait, en réalité, on peut les atteindre. Maintenant, ce qu'il faut... Donc, ça peut être atteint assez rapidement. Ça peut être atteint. Alors, il y a quand même un certain nombre de contraintes à lever, parmi lesquelles les problématiques de financement de projet, les problématiques de gouvernance. Quand vous êtes un opérateur économique, vous voulez vous implanter quelque part, vous regardez si tous les critères sont au vert pour pouvoir avancer. Donc, il y a un certain nombre d'enjeux à relever, mais c'est tout à fait possible. Pour conclure, votre objectif commun, c'est aussi de changer le regard sur les jeunes issus de la diaspora africaine? Absolument, parce qu'on considère que si on veut casser les stéréotypes, il faut encourager des réussites de la diaspora et les rendre visibles, en fait. Et ce faisant, ça contribuera au changement de regard. Un mot là-dessus aussi? Écoutez, moi, en tant que Français, ayant les pieds, je dirais, sur les deux continents, il y en a qui croient au rêve américain, moi je crois au rêve africain. Et je pense que la France a toute sa, je dirais, a toutes les possibilités, si elle l'accepte, de réussir à concrétiser ce rêve. Et ben voilà une belle perspective. Merci à tous les deux, merci d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Bismart. Tout de suite, c'est Smart Ideas, une start-up en pleine lumière. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Donia Amamra, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Meet My Mama. Quand et avec quelle idée vous l'avez créée? Alors Meet My Mama, c'est une entreprise qui existe maintenant depuis presque 3 ans et demi, qu'on a montée avec Loubna Youssef, avec la vision de rendre la société beaucoup plus inclusive, durable et responsable. Et on a voulu accompagner des femmes, des mamas, qui avaient un vrai talent pour la cuisine, mais qui n'avaient pas forcément les outils pour pouvoir en vivre. Et avec notre parcours d'empowerment, on a décidé de créer Meet My Mama pour à la fois révéler leur talent culinaire à travers un traiteur, mais aussi les former au métier de chef-traiteur entrepreneur. Ah oui, vous êtes à la fois un traiteur et une école. Si exactement, exactement. On est à la fois traiteur pour les entreprises, donc entreprises du CAC 40, institutions publiques, etc., où on propose des cocktails, des déjeuners, des lunchbox, des dîners gastronomiques, et aussi une école de formation, la Mama Academy, pour les former à être entrepreneurs, traiteurs et mama. Bon, j'entends métier de traiteur, je me dis l'année a été rude. Comment vous êtes sorti de cette année Covid? C'est l'un des secteurs qui a le plus souffert. Exactement, c'est l'un des secteurs qui a beaucoup souffert, donc ça a été très compliqué, notamment au début, puisque c'est un petit peu arrivé du jour au lendemain. L'activité traiteur événementiel, ce qu'on faisait beaucoup et où on commençait vraiment à être connu, malheureusement a dû s'arrêter, donc on n'a pas fait beaucoup d'événements traiteurs. En revanche, on a continué sur la partie quotidien avec les plateaux repas. Là, on va prochainement lancer, on espère, un abonnement pour que tout le monde puisse goûter au plat des mamas à la maison. Et on s'est renouvelé, on a innové, on a une équipe très résiliente avec qui on a pu créer de nouveaux projets.
le vendredi de la Mama. Vous pouvez même vous faire livrer chez vous les plats de la Mama. On a fait des ateliers culinaires en ligne, ce qui nous a permis aussi de développer toute la partie team building avec les entreprises à travers les ordinateurs. On a continué la formation en ligne et on a continué finalement à faire plein de choses. Vous définissez comme un traiteur engagé. Ça veut dire Exactement. Traiteur engagé car premièrement, on a au cœur de notre modèle l'impact social et sociétal auprès des mamas. Ouais. Aujourd'hui, la mama, elle arrive à avoir des prestations traiteurs, elle arrive à avoir un revenu qui lui permet de vivre, de pouvoir faire profiter sa famille. On a ensuite toute une partie en lien avec l'écologie où on est un traiteur green dans le sens où on a des packaging éco-responsables. On travaille aussi sur le dernier kilomètre avec la livraison où on favorise la livraison à cargo. On essaie vraiment aussi d'inculquer cette culture environnementale et cette culture sociétale aux mamas puisqu'elles sont formées à tous ces enjeux au sein de la Mama Academy. Vous avez aussi développé, je crois, une appli pour mobile. On y trouve quoi? Alors cette application, c'est l'app des mamas et ça permet aux mamas de retrouver sur leur téléphone toutes leurs prestations, de répondre oui ou non si elles sont disponibles, de voir leur agenda, de voir leur menu. C'est vraiment une application qui leur permet au quotidien de pouvoir communiquer avec nous et nos équipes et de gérer au mieux leur entreprise. D'accord, c'est pour votre fonctionnement interne. Ouais, elle n'est pas à destination des clients, bien compris. Alors Meet My Mama a été choisi par la fondation La France s'engage, fondation qui soutient, qui labellise aussi l'innovation sociale. Quand est-ce que vous avez été choisi? Bravo, parce que voilà, ça veut dire que vous êtes lauréate avec Meet My Mama. Et puis surtout, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça change pour vous? Déjà, merci beaucoup. Donc, on a été sélectionné il y a bientôt 6 mois, je crois. Ouais. Donc, c'était un long process. Donc, c'est vraiment un process très rigoureux qui a duré presque 1 an, avec des dossiers, des oraux, des vidéos, etc. Et déjà, c'est une vraie reconnaissance, comme vous l'avez dit, sur notre projet et sur notre impact et notre innovation sociale. Ça va nous permettre à la fois d'avoir un soutien financier qui va nous permettre de structurer au mieux nos équipes et de prévoir notre essaimage. Et avec la France s'engage, on a également des ateliers, des rencontres avec des experts. On a également eu la chance de rencontrer François Hollande, où les mamans ont pu cuisiner pour François Hollande. C'est vraiment un accompagnement 360 degrés qui nous permet à la fois financièrement, mais aussi stratégiquement, d'avancer, de se structurer et d'essaimer au mieux. C'est 3 ans d'accompagnement? C'est 3 ans d'accompagnement, exact. Donc ça veut dire ça va bien au-delà d'un chèque, d'un accompagnement financier. Oui, beaucoup plus. C'est du conseil, beaucoup? C'est beaucoup de conseils, exactement. On a eu une première phase avec du conseil pour vraiment mettre, entre guillemets, sur papier notre stratégie, notre plan de développement pour les 3 prochaines années. On a ensuite eu des ateliers très concrets sur la mesure d'impact, sur comment je fais un rapport, etc. On a des rencontres avec des personnalités, avec des personnes qui sont déjà passées par les mêmes étapes que nous. C'est vraiment un parcours pour nous aider à nous structurer. Et si on a des questions, ils sont tout le temps là pour nous répondre et nous accompagner. Ouais, donc c'est un vrai coup de boost. 3 ans d'accompagnement, vous l'avez dit. Quel objectif, quelle ambition pour 2024 alors, si je me projette? Notre ambition, c'est de nous exporter, entre guillemets, de déployer notre stratégie d'essaimage. Aujourd'hui, on a appelé dans plein de villes, on a des mamas qui nous contactent tous les jours, des clients qui nous contactent tous les jours. Donc le but dans 4 ans, c'est d'avoir augmenté les villes dans lesquelles on sera. On est déjà lauréat de l'exposition universelle de Dubaï, donc on sera à Dubaï l'année prochaine, vu que l'expo a été reportée. Et le but, c'est de continuer à structurer et de développer d'autres produits. Bravo à vous, merci Donia Mamra. Bon vent à Meet My Mama. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur bismart.fr et sinon sur les box, c'est 9h, midi, 20h30 les horaires de diffusion. Salut, à demain.